Malheureusement, il ne peut pas venir ici, donc il va le faire avec les enfants en Ah, visio. pas de Et du souci. coup, je lui passerai la main et je continuerai à faire les diapos pendant que
Bonjour à tous. Alors, je vous propose, je vois que les personnes commencent gentiment à se connecter. On est actuellement à une vingtaine de personnes, mais c'est en train de monter. Vu qu'on a un planning, si je puis dire, assez chargé sur cette grosse heure qu'on va passer ensemble, je propose de démarrer directement. On a plusieurs intervenants que je présenterai au fur et à mesure. Bon, pour ceux et celles qui sont coutumiers de ce genre de webinaire, on organise voilà, des webinaires thématiques, techniques chez Fibois depuis quelques mois. Et pour cette nouvelle édition, on a voulu axer ce webinaire sur le réemploi, et en particulier pour le bois construction, et aussi effectivement à la fois de faire un état des lieux de la situation à date actuelle en région Pays de la Loire, avec justement le développement d'acteurs économiques que je vais ensuite laisser s'exprimer, vous présenter des retours d'expérience concrets, et aussi un gros sujet qui est la question du sourcing, parce que ces acteurs économiques se structurent, alors je ne vais pas parler à leur place, ils vous le diront directement, et ils ont besoin de matière. Ils ont besoin de matière. Et le sourcing est un gros sujet, voilà, parce qu'on a tout un tas de matières bois qui est sous-valorisée dans la région, que ce soit sur les chantiers ou dans les entreprises, les ateliers. Et il y a un vrai sujet de mobilisation de cette ressource. Donc, ces acteurs qui vont intervenir vont vous exprimer effectivement leur positionnement par rapport à ça. Et je dirais que j'attends de vous, en tant que participant, d'être aussi peut-être un peu acteur dans les échanges à la fin sur ce sujet du sourcing. Parce que je pense que l'objectif est sans doute de développer une communauté un peu plus mobilisée sur la question du sourcing. Donc voilà. Donc on y reviendra juste un petit peu à la fin pour évoquer un peu plus en détail ce sujet-là. Avant de commencer les retours d'expérience, peut-être vous donner quelques chiffres rapides. En fait, le secteur du bâtiment, aujourd'hui, représente à peu près 19% de la production totale de déchets en France. Alors, c'est toujours des chiffres d'actualité, hein, parce que c'est un chiffre qui circule depuis quelques années, mais dont l'ADEME en particulier et le gouvernement utilisent encore. 19% de production de déchets en France, ça représente à peu près 46 millions de tonnes, dont plus de 85% proviennent justement de la déconstruction et de la réhabilitation. Et donc, dans ces chiffres de 46 millions de tonnes, donc les 85%, donc 49% c'est pour la démolition, 38% c'est pour la réhabilitation et 13% quand même pour la construction neuve. Donc, vous avez quand même une proportion non négligeable de production de déchets, même dans la construction neuve. Pour le bois, c'est chaque année à peu près 9 millions de tonnes de déchets bois qui sont produits chaque année. Et sur ces 9 millions, vous avez près de 6 millions, donc les deux tiers, qui sont valorisés. Alors, qui sont valorisés principalement de deux manières, sous forme de recyclage. C'est à peu près 3 millions de tonnes, donc c'est 37%. C'est essentiellement pour la fabrication de panneaux. Et à peu près aussi, un peu moins, là, c'est 30%, donc 2,6 millions de tonnes pour l'énergie, pour la valorisation énergétique. Donc, le taux de valorisation net est inférieur à 79%. Donc on a déjà une valorisation qui est plutôt bonne dans la filière bois, mais je pense qu'on peut encore activer un certain nombre de curseurs pour être encore plus performant, en particulier sur le volet démolition. Là, parce que là, ce que je vous parle, les chiffres, c'est lié à la production de produits bois qui va générer des déchets. Mais on a aussi voilà, une proportion qui est quand même déjà bien optimisée. Et puis pour finir, bah, vous le savez sans doute, c'est que vous avez depuis 2021, si je ne m'abuse, la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire, et la RE 2020 qui pousse les filières à développer la réutilisation et le réemploi et le recyclage. La loi AGEC, c'est par exemple la responsabilité élargie du producteur, pardon, donc la REP PMCB, même si la REP en ce moment est plutôt en restructuration. On a aussi le développement des diagnostics PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, et puis même des objectifs de réemploi dans la commande publique qui sont affirmés très clairement dans la loi AGEC. Et, euh, et pour finir sur cette introduction, euh, évoquer aussi la question de la filière bois. Comme je vous le disais, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir des acteurs économiques qui sont bien développés. On a la chance d'en avoir quelques-uns présents aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de développer des nouveaux débouchés. Donc, effectivement, dans les participants aujourd'hui, on a quand même essentiellement beaucoup d'architectes quand même qui s'intéressent à ces sujets. Donc, ça, c'est très positif.
Et j'espère aussi qu'on va pouvoir aussi mobiliser des entreprises qui mettent en œuvre le bois, des transformateurs qui donc transforment le bois, parce qu'on a tout intérêt à lier ces différents acteurs ensemble. Voilà pour la petite introduction. Voilà, je vais directement, si ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, je vais directement passer la main aux premiers intervenants. Je sais, Mathieu, que tu es un féru de webinaires. Donc, déjà, merci, merci à toi et à Louise d'être présents aujourd'hui. Donc, peut-être avant de vous laisser la main et de partager votre écran, je vais vous laisser présenter Gueule de Bois. Ce sera évidemment plus efficace. Mais déjà, vous présenter tous les deux. Donc, Louise Foucault, tu es responsable valorisation de déchets bois chez Gueule de Bois. Et Mathieu, donc tu en es le directeur. Et donc vous avez créé cette structure associative à la base il y a quelques années avec un atelier partagé sur l'île de Nantes. Et puis une nouvelle structure à émerger qui s'appelle Rebois. Mais je vais vous laisser peut-être développer votre historique et votre développement sur la question du réemploi du bois. Je vous laisse la parole pour 10 minutes. Merci Maxime. Alors, je mets la slide. Ah, le plus accès. Tu peux le descendre. Ah, pardon. Bon. C'est bon. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous, c'est Gueule de Bois. Donc, Gueule de Bois, c'est une association, comme tu as dit Maxime, qui à la base a créé un atelier partagé sur l'île de Nantes, où le principe, c'est que l'on soit particulier ou pro, on peut venir travailler dans l'atelier et utiliser les outils machines qui sont mutualisés. On anime aussi des chantiers participatifs pour des établissements scolaires, des communes, des associations qui ont un besoin en mobilier ou aménagement. Et là, l'idée, c'est de faire participer les futurs usagers et usagères à la création, à la fabrication du mobilier. Voilà. Et depuis le début de l'assaut, un constat de départ, c'est qu'on voit qu'il y a du bois, notamment massif, qui est jeté en quantité. Et du coup, on a développé au fur et à mesure un circuit de valorisation de matière. Donc, dans l'idée de collecter ces déchets bois et de les réutiliser dans nos activités. Et donc, cette filière de valorisation qu'on développe, elle a pris une nouvelle ampleur depuis fin 2024, où on a ouvert un nouvel atelier dédié à la remise en état de ces déchets bois. Donc à Saint-Aignan, au sein de Cinéo, qui est une filiale de Bouygues sur le réemploi. Donc nous, le principe de notre filière qu'on a nommé Rebois, c'est dans un premier temps d'organiser la collecte de ces déchets bois, donc qu'ils soient PMCB ou non. Donc là, on a développé un petit process pour faire un pré-tri sur site, enfin là où sont émis les déchets, selon une typologie précise. Ensuite, on amène ces déchets-là à notre atelier. On va refaire un tri plus précis. Et là, on a un parc machine qui va nous permettre de préparer ces différents bois. Donc là, le but, c'est de valoriser, de réutiliser ces déchets. Donc, on va faire des préparations simples, c'est-à-dire déferrer et corroyer les bois pour qu'ils soient prêts à l'usage ensuite. Et nous, notre idée, c'est de penser le sujet en boucle. Et donc, on va réutiliser nous-mêmes cette matière pour faire de l'aménagement ou du mobilier sur mesure, donc à destination des collectivités ou des entreprises. Ou la vente matière. Ou vendre le bois en tant que matière. Et pour l'instant, c'est surtout aux artisans du territoire qui côtoient notamment l'atelier partagé. Voilà. Donc, pour donner des exemples, ici, c'est une collecte. On a effectué une collecte d'un pilier de pont de dimension 3 mètres par 5 mètres sur un chantier de construction. Au-dessus de Rennes. Et du coup, le mannequin et le coffrage, ça, c'est des typologies de produits qu'on collecte beaucoup parce qu'il n'y a pas de solution de réemploi ou de valorisation aujourd'hui autre que le recyclage. Pourtant, vous voyez sur les photos, c'est des bois qui ont vu le jour pendant à peine quelques semaines et qui sont jetés aussitôt. L'exemple du pilier de pont, il est parlant parce que des piliers de pont, on n'en fait pas 10 sur un chantier. Là, ils n'en faisaient qu'un seul parce que l'autre pilier de pont avait une symétrie inversée, donc ils ne pouvaient pas le réutiliser.
Donc, c'est des bois qui étaient vraiment, ils ont à peine eu une éclaboussure de béton dessus. Et ce coffrage, donc, qui fait 3 par 5 par 5, donc qui fait un certain mètre cube, il était composé de madriers épicéa, vissés, et de panneaux de thébopin. Donc, de la matière qui est assez recherchée aujourd'hui. Donc, c'était un chantier, je disais, au-dessus de Rennes, pour lequel Bouygues Bouygues TP nous a sollicité. On s'est occupé de gérer le transport, après avoir convenu que les produits, la typologie de produits nous convenait. Donc, on a missionné un camion plateau, on l'a ramené chez Cinéo, donc au sein de notre atelier de Saint-Aignan, on l'a démonté, on l'a déferré. On ne l'a même pas repassé dans les machines parce qu'il était déjà propre, l'épicéa, on l'a juste alloti, c'est-à-dire qu'on a refait des paquets de longueurs similaires pour faciliter la revente derrière plutôt qu'un patchwork d'unités variées. Parce que, comme disait Louise, on le revend aux artisans, mais aussi aux entreprises. Donc, on peut le revendre aussi à des fabricants de mannequins, parce que c'est exactement la typologie de produit qu'ils souhaitent. Mais on ne va pas leur vendre un paquet de 17 longueurs d'1 mètre, avec 3 de 2,10 m, avec 5 d'1,50 m. Donc, on allotit tout, ça fait de la perte, mais ça facilite la remise dans le circuit de consommation derrière. Le thébopin, on l'a revendu à des artisans aussi en panneaux, parce qu'on en ressortait des bonnes longueurs de 1 mètre par 1,20 m. Voilà. Et nous, on a pu réutiliser aussi une partie de ces bois pour faire de l'aménagement intérieur, du coup, vu l'épicéa. On en a fait des plans de travail et des cloisons modulaires. Cloisons modulaires, on s'est positionné dessus aussi comme prestation parce qu'au sein de Cinéo, on partage le lieu avec d'autres acteurs du réemploi. Et l'un des acteurs, qui est Miroiterie du réemploi, fait des verres plats de réemploi. Donc, nos cloisons modulaires sont composées à 100% de réemploi. Et le côté inspirant de cette valorisation des mannequins et coffrage, c'est que ces bois épicéa qui, des fois, font, sur la photo de droite, vous voyez, certains fabricants mettent des bois de 70 d'épaisseur. Donc, on atteint des sections proches de la charpente. On a pour objectif de pouvoir les requalifier début 2026 aux standards structurels. Donc, c'est-à-dire pouvoir les revendre à des charpentiers ou autres entreprises de la construction pour faire de la charpente, du coup, du structurel. Voilà. Ce qu'on ne peut pas aujourd'hui avec le réemploi d'aujourd'hui. Ok. Vas-y, si tu veux, super. Eh ben, un autre exemple, c'est qu'on a, on a collecté du coup des menuiseries de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc là, c'est la maîtrise d'œuvre qui nous a contactés directement. Non, le cureur, pardon. Ouais, c'est le cureur. Colas, le cureur, qui nous a contactés. Encore une fois, on a organisé le transport et cette fois-ci, on s'est associé au réseau Récif qui a réceptionné les menuiseries dans un premier temps pour les démanteler et ensuite le bois est arrivé à notre atelier. Et donc là, on a mis un exemple de table basse qu'on a réalisé récemment pour l'entreprise EVA avec ses menuiseries. Et ben, là, le côté inspirant, je rajoute, c'est le partenariat agressif. C'est sur ce chantier-là, on se teste pour voir si ça marche bien entre nous. Mais l'idée, Récif, qui est un réseau national, l'intérêt, c'est que voilà, eux puissent réaliser l'étape de démantèlement. Nous, on peut derrière faire le corroyage, remise à section, etc., pour faire du volume de bois exotique qui est recherché par beaucoup de monde. On fait du mobilier, on fait de l'aménagement, mais on a pour vocation aussi d'être une plateforme de réemploi. Donc, si on arrive à avoir du volume, être facilitant pour entreprises, artisans derrière, qui aujourd'hui ont du mal à se positionner sur des devis en réemploi, parce que de la visibilité sur 3 mois sur tel ou tel gisement, c'est compliqué. D'où l'intérêt de massifier autant, c'est que petit artisan qui veut faire un bardage d'escalier à un client, et ben, il peut dire que dans 4 mois, il est sûr qu'il aura telle section de bois, parce que chez Gueule de Bois, c'est des sections courantes, quoi. Et puis, valorisation en table basse, mais aussi en projet de bardage et un tout petit peu aménagement extérieur, mais petite échelle, je pense. Voilà. Et du coup, pour terminer, donc pour l'instant, ce qui est fait, c'est qu'on fait de la vente en direct du coup du matériau aux entreprises artisans. On a un site internet en construction où on va développer un shop pour que ce soit plus facile de savoir ce qu'on a en stock. Et on a aussi fait une collaboration avec Merci René pour proposer un service complet d'aménagement sur mesure. Merci René, c'est une agence d'architectes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont spécialisés dans le réemploi ou les produits vraiment locaux.
Et du coup, l'idée, c'est que voilà, eux apportent leurs compétences en aménagement intérieur-extérieur, en design, et en sourcing d'autres produits, style petites chaises ou fauteuils, pour proposition, voilà, faire une proposition conjointe où nous, on réaliserait l'aménagement sur mesure. Voilà. Merci. C'est bon? Et puis c'est bon, voilà, c'est pour la Ouais, collecte, ça juste marche. il y a l'adresse mail, et puis voilà. S'il y a des typologies de produits qui parlent à certains, à certaines, pas hésiter à envoyer un mail, on réagit vite. Merci. Merci Louise, merci Mathieu. Alors, pour les participants et même les intervenants suivants, si vous avez des questions, gardez-les au chaud. On aura une phase de questions-réponses collectives qui, je pense, sera plus simple pour les échanges. Donc, gardez-les pour l'instant. Et à la fin des 4 présentations, on pourra y répondre. Après, vous pouvez aussi les poser directement dans l'onglet questions-réponses si jamais vous ne voulez pas prendre la parole directement à voix haute. Mais voilà, cette phase-là, on la fera dans un second temps. Donc, je vais juste faire une petite manip. Donc, il y a Armand et surtout Armand, mais Pierre est en connexion aussi indirectement en visio d'Articonex. Je vais juste te faire une petite manip pour mettre le support de présentation d'Articonex et je vais laisser la parole directement à Armand. Bonjour à tous. Donc, je suis Armand Dutertre, directeur de projet chez Articonex, en charge des opérations de réemploi, donc collecte et valorisation des matériaux de réemploi et chute de fabrication. Donc, je vais vous présenter avec Pierre notre entreprise avec un gros focus sur le bois, sur notre activité bois, transformation du bois, puisque, comme l'a dit Maxime, on est en recherche de quantité de gisements. Et voilà, donc c'est le message fort qui va passer aujourd'hui, c'est qu'on cherche du bois pour alimenter notre entreprise et nos structures. Merci, Maxime. Ok. Donc Articonex, donc on est une entreprise qui s'est donnée comme mission de réduire le gaspillage des matériaux du bâtiment et les proposer au meilleur prix. Tout ça dans l'objectif de faciliter et massifier le réemploi. Donc concrètement, Articonex, on est négociant de matériaux de récupération et notre modèle, c'est des entrepôts magasins dans lesquels on vient mettre en vente des matériaux anti-gaspi. Donc, on a des magasins qui font entre 500 et 2500 mètres carrés, qui sont dans le Grand Ouest, et dans lesquels on va venir mettre en vente des matériaux donc, de réemploi, réemploi ou chute de fabrication, mais aussi des matériaux déstockés ou déclassés par les fabricants parce qu'ils ont des défauts divers. Voilà. Ces entrepôts magasins, ce qui est important, c'est qu'ils sont ouverts aux particuliers et ils sont situés à côté des grandes villes de l'Ouest. Donc, vous avez aujourd'hui 8 entrepôts magasins qui sont déployés chez Articonex. Donc, ça a commencé à Nantes en 2021. Puis, Vannes, Rennes, Angers et récemment La Roche-sur-Yon, Le Mans et Orléans. Voilà. En plus de ces entrepôts magasins, on va revendre des matériaux en l'état. On a aussi un atelier usine qui est dédié au bois, qui est spécialisé dans le réemploi du bois et le traitement de ces matériaux. Et ça, on va faire un focus là-dessus. Pierre vous présentera notre solution bois. C'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Cet atelier usine, on récupère des matériaux, on vient les transformer et on va après soit les vendre en direct, soit diffuser, dispatcher les matériaux dans le réseau de distribution Articonex. Voilà. Et petite précision, les matériaux qu'on collecte et qu'on remet en vente, c'est à la fois des matériaux du bâtiment, ça va être aussi bien des matériaux de structure, des matériaux de gros œuvres que de seconde œuvre. Donc on va être aussi bien sur du bois, des structures métal, que du parquet, de l'isolant, de la moquette,
des panneaux bois, des tasseaux, etc., etc. Voilà. Donc là, on vous a mis nos 8 implantations voilà, pour montrer un peu le type de magasin qu'on déploie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est maintenant plus de 40 salariés avec une surface de commercialisation de 16 000 m². Ce qui fait qu'on a aussi du coup une capacité de revente qui augmente et qu'on est de plus en plus en recherche de gisements à remettre sur le marché. Voilà, et donc je vous ai parlé de notre atelier-usine qui est à Grand-Champ-des-Fontaines, donc au nord de Nantes. C'est un atelier, une activité qu'on a développée qu'on a lancée depuis 2023 dans le cadre d'un contrat qu'on a avec l'ADEME qui nous aide du coup à investir fortement sur ce volet-là. Avec 1000 m² de stockage intérieur et un volume pour l'instant de 8 camions par mois en arrivage. Quelques chiffres intéressants pour vous dire qu'effectivement, Articonex, aujourd'hui, c'est plus de 15 000 tonnes de matériaux remis sur le marché. Alors, ce n'est pas 15 000 tonnes de matériaux de réemploi hein, ou de fabrication. Il y a une grosse part aussi là-dedans de matériaux déstockés donc de matériaux neufs qui ont raté leur première vie. Mais pour vous donner un ordre de grandeur sur le réemploi et les chutes de fabrication, qui sont un peu le cœur du sujet aujourd'hui, on est à plus de 1000 tonnes de matériaux collectés par an, dont 50% du bois. Et on souhaite collecter encore plus de bois à partir de 2026-2027 pour alimenter encore plus nos magasins. Voilà. Je ne vais pas m'épiloguer sur et je vais passer la main donc à Pierre qui va vous détailler plus comment se passent les collectes et vous présenter des projets inspirants Articonex. Ouais, merci. Je me présente rapidement, du coup, Pierre Cellillo, chargé d'affaires chez Réemprod. Je m'occupe principalement du sourcing matière, notamment la matière bois qui est réusinée dans notre atelier à Grand-Champ-des-Fontaines. Donc, comment se passe un sourcing? Nous, déjà, on échange rapidement avec les industriels ou les déconstructeurs sur la matière qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent nous proposer. Ça se passe très rapidement en fait par des photos, par des échanges de mails, par des appels. On essaye d'être très réactif justement sur ces propositions qui nous permettent après en fait d'émettre rapidement soit un intérêt, soit on dit que ça nous intéresse pas parce que les matériaux sont trop compliqués à réusiner. On peut faire des visites de site si besoin pour échanger sur les conditions de reprise, sur les méthodologies de transport et les méthodologies de conditionnement des matériaux, ce qui est assez important pour nous. Se passe ensuite une offre de reprise où nous, on rachète l'ensemble des matières maintenant qu'on récupère. Ça va être soit des achats au mètre cube pour du bois quand on parle de bois de charpente, ou des rachats à la tonne quand on peut parler de déchets ou rebuts industriels. En général, on a toujours une offre plus intéressante sur le déchet industriel, on a toujours une offre plus intéressante que les entreprises de recyclage, dans le sens où nous, on peut demander aussi un cahier des charges un peu plus spécifique sur la matière qu'on souhaite récupérer. Dans les tests de dépose, donc ça c'est souvent lors des phases de déconstruction, on vérifie si, en fait, on laisse le cureur travailler sur sa dépose méthodique sans arracher les éléments ou sans les abîmer. Et aussi dans les tests avec les industriels, quand on parle de rachat de rebuts de production, en fait, on va faire des tests de réalisation de prototypage pour voir si la matière peut s'intégrer dans un process de fabrication, de remanufacturation, ou alors dans un projet de développement de nouveaux produits réemployés, enfin remanufacturés. S'ensuit donc du coup la planification du transport. On gère la logistique, on paye le transport et dans la plupart des cas à notre charge. Donc on s'assure que le déconstructeur ou l'industriel ait bien conditionné les matériaux, qu'il puisse charger les matériaux. Donc ce qui est très important, c'est l'accessibilité du site.
En général, nous, on essaye de travailler par camion complet pour limiter l'impact écologique de faire des allers-retours de camions à moitié plein ou à moitié vide. Donc, ce qui est important, c'est pouvoir réaliser un volume intéressant. Et ensuite, se passe la réception de la matière, l'inventorisation et la facturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, on est audité par un organisme indépendant qui nous audite sur les tonnes réemployées. Donc nous, on peut émettre des bons des attestations de réemploi sur les tonnes collectées. Ensuite, il y a le retravail dans l'usine Réemprod, que je vais vous présenter un peu après, et la revente des produits dans nos entrepôts-magasins, ou alors sur du projet spécifique, sur des projets de construction où vous souhaitez intégrer du réemploi. Le mec, tu passes vraiment, s'il te plaît. Oui, pardon. Donc, notre atelier de transformation. Donc, c'est un atelier de 1000 m² où on a en fait la plupart des machines d'un menuisier. Ces machines-là vont nous permettre en fait de réaliser l'ensemble des opérations de remanufacturation de nos matériaux. Donc on va avoir un bandsi pour retravailler des poutres de grande longueur. On va avoir une 4-faces pour raboter les bois et leur retrouver un aspect neuf. Et puis après, l'ensemble d'équipements d'un menuisier, donc une dégo, une raboteuse, une toupie talonneuse, une ponceuse large-manche pour travailler sur de la finition. Et aussi, on a une panneauteuse qui nous permet de réaliser des plans de travail en lamellé-collé. Donc pour faire du mobilier d'intérieur parfois. Tiens, je veux que tu continues. Donc, quelques projets inspirants, je vais vous présenter un peu les projets phares de réemploi, de réemploi et de remanufacturation qu'on a fait cette année. Donc à savoir, notre matériau phare, ça va être le lamellé-collé. Le lamellé-collé de déconstruction ou de rebut industriel. Donc la déconstruction, ça va être du lamellé-collé ancien qui était voué de base au broyage. Nous, on vient le récupérer. On part du postulat où très souvent, ça peut être compliqué de réemployer pour un usage identique une poutre lamellé-collé. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est avec notre bandsi, on vient le retravailler en plus petits éléments qui permettent d'être réutilisés, alors soit en tasseau, soit en plan de travail, soit c'est à peu près ça, soit en litho d'habillage pour des panneaux d'aménagement. On travaille donc deux matières, le produit de déconstruction, qui va être vraiment du réemploi, au sens, on va dire, propre du terme, et de la remanufacturation, qui va être en fait des rebuts de production d'industriels, qui parfois, en fait, dans leur collage de lamellé-collé, ratent ce collage. Donc, on va dire la résistance mécanique de la poutre est pas garantie. Donc nous, en fait, plutôt que ces éléments soient broyés pour être envoyés en incinération, on vient les récupérer et les retravailler donc avec nos machines pour en faire des plans de travail, des tasseaux d'habillage ou des plus petits éléments. Un autre exemple sur lequel on travaille, c'est les chutes de délignage. Un industriel bois a très souvent cette matière-là. Donc en fait, quand un industriel va acheter son bois sur plot ou en avivé, il vient le retravailler pour le retravailler à section, tout simplement. Et donc il crée forcément des chutes de délignage. Ces chutes de délignage, nous, on vient les récupérer. On vient étudier en fait l'essence de ces chutes pour ensuite les réutiliser sur des produits spécifiques. Quand on a un bois qui est d'essence classe 3 ou classe 4, voire classe 5, donc des éléments qui peuvent être utilisables en extérieur, nous, on vient en faire de la ganivelle. Donc très utile pour de l'aménagement paysager. C'est une solution qui nous permet, plutôt que de broyer des tonnes de chutes de délignage, d'être réintroduit sur un nouveau produit qui permettent en fait d'augmenter la durée de vie du bois. On a très souvent des bois exotiques, donc c'est des bois importés. C'est dommage que ces bois importés finissent en déchetterie. Donc nous, vraiment, on essaye de prolonger au maximum la durée de vie de ce type de bois, surtout que c'est toujours des bois assez jolis
des bois qui changent un peu d'habitude. Donc voilà, ça nous permet de créer des nouveaux produits pour de l'aménagement paysager ou autre. Les tasseaux d'habillage. Les tasseaux d'habillage, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Ardemo. Nous, en fait, on vient donc de par soit nos chutes de délignage, soit des poutres lamellées-collées, soit des poutres en bois massif. On vient refaire des plus petits lithos à l'intérieur, donc avec des essences différentes. À l'heure actuelle, on a la possibilité d'avoir soit des bois, donc des feuillus d'origine européenne, soit des bois exotiques, qui nous permettent en fait de refaire des lithos pour être réintégrés dans une production d'un autre industriel pour faire leurs panneaux d'habillage, qui sont disponibles en commande pour vos projets d'aménagement intérieur. Voilà, là c'est l'ensemble des contacts de l'équipe de Réimprod, donc Armand, directeur de projet, moi-même et notre pôle commerce. Dans le cas où vous aurez des questions de fourniture de matière, ne pas hésiter à contacter Marion Le Diraison ou Eddy Combreau, qui sauront vous aiguiller sur les matériaux qu'on peut fournir. En bois, mais aussi en matière autre, à savoir qu'Articonex reste multimatière, donc on peut faire aussi du béton, du métal, du gros œuvre et aussi du second œuvre. Voilà, je pense que c'est bon pour moi, Maxime. Merci Pierre, merci Armand. Donc toujours le même principe hein, pour les participants, gardez bien vos questions au chaud. Voilà, qu'on puisse. Là, pour l'instant, on est plutôt sur un déroulé un peu descendant, mais voilà, c'est pour essayer de vous donner un maximum de matière, entre guillemets, pour après susciter des échanges. Donc, je vais laisser la parole directement. Alors, Émilie ou Julie, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez intervenir. Peut-être matière grise en premier? On va faire une présentation conjointe Ouais, matériaux je vous laisse. matière grise. Bah, Donc, je vais ouais. partager mon Ah écran. je vous laisse la parole. Ouais. Bon, donc, Ça marche. Émilie, merci Julie. Donc, Julie Grelet, coordinatrice de Métamorphose, et Émilie Montecot, chargée de mission à Matière Grise. Et vous êtes basées toutes les deux sur Angers? C'est ça. Ok, à vous la parole. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ah, c'est Le Métamorphose, pardon, Julie. Oui, c'est un Deux jeu de fois. mots avec matériaux et Non, mais métamorphose. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur en plus. Pas comme ça, voilà. C'est écrit, c'est bien en visuel. Donc, Julie Grelet, effectivement, de Métamorphose. Et donc, je fais Et cette donc, et Émilie Monteco, donc de Matière Grise. On va donner un peu plus de détails sur nos activités respectives, voilà, par la suite. Ouais. Donc voilà, donc déjà pour lecture, pour ceux qui connaissent plutôt bien Matière Grise, puisque Matière Grise existe depuis 2015 en tant qu'association, pour porter effectivement une multiplicité d'activités sur le réemploi. Il a été décidé en 2025 en fait que Matière Grise deviendrait 3 structures, d'où l'existence effectivement de Métamorphose, pour structurer la filière réemploi des matériaux du bâtiment. Donc l'association est toute jeune, vu que l'AG constitutive est du 19 septembre donc 2025. Matière Grise est devenue une SCOP, donc à partir du 3 octobre, donc récemment aussi. Donc structure gérée par les salariés eux-mêmes, et reste effectivement un collectif citoyen pour la partie effectivement plus bénévole qui existait depuis le début en tant qu'association Matière Grise. Donc voilà déjà pour la lecture, puisque beaucoup d'entre vous connaissaient en tout cas l'association Matière Grise. Donc plus spécifiquement, moi je vais vous parler de Métamorphose et je laisserai ensuite la main à Émilie sur la partie Matière Grise. Donc déjà en fait, vous l'avez vu hein, par les présentations des différents acteurs, on a fait le constat assez rapidement que les compétences de réemploi existent en fait sur le territoire. On a bien vu Articonex, on a bien vu Gueule de Bois. On sait qu'effectivement, nous, sur le Maine-et-Loire, on a aussi une multiplicité d'acteurs qui interagissent et qui sont actifs. Donc, vous voyez ici la Matériauthèque Siléo, Matière Grise, l'ADEC, enfin voilà. Donc, l'objectif de Métamorphose, c'était vraiment de structurer la filière réemploi des matériaux du bâtiment. Puisqu'on s'est rendu compte que les compétences existantes, il y avait vraiment besoin de mettre en lien, en fait, de mettre en lien les acteurs, les compétences, les connaissances. Voilà. Donc, on est parti d'un collectif d'acteurs représentatifs de la filière.
c'est ce que je vous montre ici, qui sont aujourd'hui gestionnaires effectivement de l'association, dans l'objectif de bien avoir l'ensemble de la chaîne de valeur autour de la table pour effectivement construire les outils qui serviraient à tous. Donc là, je ne vais pas vous faire la liste complète, hein, vous l'avez sous les yeux de ce collectif d'acteurs gestionnaires. Donc voilà. Et de ces acteurs-là, on a effectivement, avec l'équipe qui aujourd'hui est en place, je vais vous dire effectivement ce qu'on construit. Donc on est 3 aujourd'hui sur Matémorphose. Donc vous avez Romain, donc moi-même effectivement qui coordonne le projet depuis 2022, puisqu'on travaille sur Matémorphose depuis septembre 2022. Romain Gouracha qui est arrivé au mois d'avril, qui lui est chargé de flux de matériaux de réemploi. Parce qu'en fait, comme vous l'avez bien compris, nous on met en relation, et le fait de mettre en relation nécessite l'animation pour ces flux en fait. Et on a depuis le mois de septembre une chargée de communication sur 1 jour par semaine, donc voilà pour pouvoir voir tout ça. On n'est pas spécifique au bois, je démystifie tout de suite ce sujet-là. On est multimatériaux, on est spécifique réemploi. Voilà, réemploi des matériaux du bâtiment. Et concrètement, comme je vous disais, donc, notre objectif, c'est de mettre en relation, les flux des matériaux, déjà, hein, parce que déjà la matière, donc on met à disposition, comme je vous disais, des outils. Donc ça passe déjà par le fait de voir l'offre, donc un catalogue numérique, pour partager en fait toutes les données qui vont être liées aux matériaux. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas forcément les matériaux, d'avoir des photos, mais surtout d'avoir une traçabilité et d'avoir une continuité en fait de l'information pour pouvoir effectivement l'amener dans la construction en fait. C'est tout le sujet assurantiel qui est derrière. Tout ça, ça ne marche uniquement parce qu'il y a de l'animation. Donc c'est ce que je vous ai mis. L'objectif, c'est d'animer ce flux de la matière et donc d'y adjoindre des services un peu spécifiques en fonction des besoins, puisqu'on voit bien que les matériaux, c'est une chose, mais il faut bien les accompagner d'un point de vue qualification, donc je vais vous parler de ces données, et d'un point de vue logistique, puisqu'il va bien falloir les amener d'un point A à un point B, des fois les stocker. Donc on vient travailler aussi sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la partie matière qui souvent intéresse le plus, mais c'est aussi important de partager les connaissances, de mettre en relation toutes les connaissances qui peuvent exister sur le sujet. C'est un constat assez fort qu'aujourd'hui encore, je partage régulièrement des guides qui sont pourtant produits depuis un moment auprès d'acteurs qui s'intéressent au sujet. Donc là, on a développé cet été un centre de ressources documentaires qu'on est en train d'alimenter effectivement de toutes les ressources existantes. Donc, je vous ai mis effectivement au milieu un imprimé écran du centre de ressources sur lequel on s'est beaucoup appuyé sur les fonctionnements du centre de ressources de l'ADEME, c'est-à-dire avec une entrée par thématique qui permet d'avoir un premier niveau d'information voilà, un peu vulgarisé et après un accès à tous les guides, toutes les ressources qui pourraient être liées à ce sujet-là. C'est aussi effectivement les connaissances et les connaissances des compétences, et je vous ferai un petit focus juste après. Donc on a mis un focus des compétences, oui, ce que je vous ai dit. Donc on a mis en place une cartographie des acteurs professionnels, et je vous fais un focus, donc je ne vais pas le détailler là. Et on laisse effectivement la possibilité de conduite d'expérimentation à la seule condition que ces expérimentations puissent être reproductibles. Voilà, ça c'est notre objectif, c'est bien sûr quand même de massifier, d'industrialiser, d'aller vers des pratiques qui soient reproductibles et accessibles à tous. Et mettre en relation, c'est mettre aussi en relation les acteurs. Donc ça passe par la coopération économique. Donc on ne réinvente pas le sujet, hein, des outils d'animation professionnelle font partie des outils qu'on propose. Donc je dirais emploi, déjeuner professionnel. Et là, on va proposer des ateliers professionnels également. Donc un premier sur le DIAC PEMD pour faire monter en compétence en fait tous ceux qui sont encore plus ou moins éloignés du sujet ou qui voudraient acquérir encore plus de compétences sur le sujet. Donc ça ira même jusqu'à la proposition de catalogue de formation. Et là, on s'appuie sur les acteurs qui font sur notre territoire, dont Matière Grise, qui développe effectivement des modules de formation. Voilà. Et je vous ai fait un petit focus en termes d'outils, parce que celui-là, effectivement, est vite parlant sur cette cartographie des compétences en fait qui existent sur le territoire. On l'a voulu en fait très opérationnel. Et autant de nous, alors je ne l'ai pas précisé, on est sur le département du Maine-et-Loire, mais cette cartographie, on travaille en partenariat avec NovaBuild, et donc on a décidé d'être régional, voire même un petit peu plus, puisque les chaînes de reconditionnement aujourd'hui sont même nationales.
Et l'objectif de cette cartographie, c'est vraiment de mettre en évidence toutes les compétences qui seraient nécessaires de A à Z sur le sujet du réemploi. Et donc, on va voir autant des projets exemplaires de la maîtrise d'ouvrage que du transport, du stockage. Et ce qu'on a voulu faire, on a fait une modification récemment et je vous l'ai mis. On peut faire également un tri, et c'est là où sur le sujet du bois, ça peut aussi être intéressant, sur effectivement un tri possible sur les typologies de matériaux. Et ça permet effectivement de mieux mettre en évidence des acteurs qui travailleraient spécifiquement, par exemple, sur des menuiseries, sur de la charpente, sur ce genre d'éléments. Voilà pour moi. Et je laisse Émilie prendre la parole. Et donc, je vais présenter brièvement Matière Grise. Comme Julie l'a expliqué, donc Matière Grise, on est passé en scope dernièrement, il y a un petit mois. Et donc là, vous voyez les 6 membres de la scope Matière Grise. Donc en effet, aujourd'hui, la formule, c'est vraiment qu'on est 5 sociétaires. Donc Elsa est restée prestataire, mais on est 5 sociétaires et donc on est salariés coopérateurs de la scope. Voilà, donc c'est une structure qu'on développe sous ce format-là et on est très content de faire partie de cette aventure. N'hésitez pas à contacter, et puis vous avez peut-être certains d'entre vous déjà des contacts avec certains d'entre nous sur certains projets. Tu peux passer, Julie? Donc, nos missions, alors, ils sont de plusieurs ordres. Un des premiers points de notre mission, c'est des temps d'information, de sensibilisation et de formation, comme ce qu'on fait ce matin, voilà, de pouvoir vraiment parler du réemploi de manière élargie. Mais on a aussi des temps de formation en fait, qu'on propose en partenariat notamment actuellement avec Noria sur la question. Donc, de manière plus large, on participe au développement de la filière du réemploi et on a vraiment pour objectif de s'ancrer dans des réseaux existants parce qu'avant tout, le réemploi, c'est quand même vraiment une question de réseau, en fait, et les gens qui sont autour de la table ce matin montrent bien cette importance-là. On a aussi vraiment l'objectif de rendre ces matériaux accessibles au plus grand nombre, parce qu'en effet, on voit aussi qu'il y a tout un panel de matériaux qui sont destinés plutôt à des filières pro, d'autres peuvent être en effet plus à destination de profils de particuliers. Donc voilà, c'est aussi de permettre qu'un maximum de personnes puissent accéder à cette matière. Et dans la continuité, on accompagne les professionnels du bâtiment, donc que ce soit aussi bien les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, dans l'acte de construire et donc d'insérer du réemploi dans les projets. Et enfin, on a aussi pour objectif de porter, accompagner des recherches et des expérimentations et innovations autour de certains matériaux. Notamment, en fait, on a fait tout un travail de recherche autour des chutes de laine de bois, parce qu'en fait, on voyait que c'était un sujet récurrent de présence dans les bennes de déchets et que voilà, on avait envie de pouvoir permettre de travailler sur la question et de la réinsertion dans une filière de construction. Donc, je ne vais peut-être pas repréciser aussi, mais nous, on est basé à Angers et du coup, on peut intervenir, on intervient majoritairement sur le Maine-et-Loire, mais on est aussi en intervention dans tous les départements limitrophes du Maine-et-Loire. Alors, pour un petit exemple, justement, autour du bois, parce que pareil, comme présenté, nous ne sommes pas spécifiques au bois, mais par contre, spécifiques réemploi, ça oui. On a travaillé donc avec Evin Structure sur le projet d'Emmaüs à Thouars. Et donc, c'est de la photo, je crois, qui était en première page du webinaire. Et donc, notamment sur le réemploi, en fait, d'arbalétriers en lamellé-collé qui proviennent d'une charpente d'un bâtiment qui a été démoli à Cholet. Donc, la photo qu'on voit en haut à gauche est la charpente initiale dans la salle Saint-Pierre à Cholet. On voit ensuite les arbalétriers sauver des décombres par la pelle en cours de déconstruction. Les arbalétriers chargés ainsi que les pannes, et puis du coup en cours de remise en œuvre sur le chantier d'Emmaüs Thouars. Donc tout ce travail-là, il a été possible notamment grâce à un diagnostic visuel de la charpente avant dépose. Donc, ce qui fait qu'en fait, un élément important, ça a été de repérer l'intérêt de cette charpente bien en amont de la déconstruction pour pouvoir permettre de faire ce diagnostic, d'identifier et de proposer des préconisations de dépose aux déconstructeurs et de pouvoir suivre l'ensemble des étapes. Ensuite, tu peux peut-être passer à la slide suivante, Julie. La charpente, elle est partie en stockage dans les locaux d'Emmaüs Thouars et puis, du coup, elle a pu être remise en œuvre. Donc, les arbalétriers et les pannes, elles s'inscrivent dans un projet plus global de la salle communautaire d'Emmaüs Thouars.
où il y a eu de nombreux matériaux réemployés. Et en tout cas, voilà, à droite, vous voyez l'exemple des arbalétriers une fois que le plafond a été fait, et puis voilà, quand même toujours en cours de chantier. Et la dernière photo en bas à droite, c'était le jour de l'inauguration. Eh ben, oui, ouais, du coup, la dernière page. Donc voilà, avec nos contacts, Julie et moi-même, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions que vous voulez continuer à avancer. Et puis, moi, je suis aussi actuellement en cours de sourcing pour un autre projet. Donc, si vous avez des propositions de matériaux sur des chantiers de déconstruction, je suis également preneuse que vous nous contactiez. Je pourrais vous partager notre liste de recherche plus spécifique. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Alors, sans transition, quoique si, je propose de passer le flambeau à Jérémy, donc de Sans Détour, qui va, je pense, prendre directement la parole. Et je te laisse partager ton support, Jérémy. Alors, en attendant que Jérémy... Maxime, ton micro est coupé. Vous m'entendez là? Tu peux excusez-nous, on a... C'est bon? Si tu peux couper le son. Ouais, c'est bon. On va. J'attends juste que... Voilà. Parce que Jérémy, à côté de moi, il a son ordinateur, donc il avait son son et son micro. Pardon, Jérémy. Donc oui, juste pour redire qu'on fera sans doute passer un petit sondage aux participants, justement, sur la question de l'intérêt sur le positionnement sur le sourcing. Parce que vu que c'est un gros sujet, vous l'avez compris, donc on aimerait vraiment avoir votre retour en direct. Voilà, donc on vous fera passer ça à l'issue de ce webinaire. Jérémy, je te redonne la parole, pardon. Il n'y a pas de son. Vas-y. Attends, moi, Attends, hop. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Vas-y. Donc, je me présente, Jérémy Comgel. Moi, je suis associé designer dans l'entreprise Sans Détour. Donc, nous, on est situé dans les Deux-Sèvres. On est une SARL. Ce qu'on fait, c'est on fait de la conception et de la fabrication de mobilier ou d'éléments d'agencement ou d'éléments d'architecture. La particularité, c'est qu'on ne fabrique que à partir de bois d'anciennes fenêtres. Donc, on est parti du constat suivant, c'est qu'il y avait 6 millions de fenêtres déposées par an en France, que la quasi-intégralité était incinérée ou enfouie, alors que la qualité du bois qui les composait était de très bonne qualité. Et puis, on pouvait en faire vraiment plein d'objets différents. Donc, parallèlement à ça, on continue à utiliser du bois d'importation assez massivement et qui participe à la déforestation. Et on pense qu'il y a vraiment un enjeu à utiliser ce bois qui, pour certains d'entre eux, sont des bois extrêmement durables. Par exemple, on prend l'exemple de Moabi, il y a un arbre qui met 600 ans à arriver à l'âge adulte et qu'on utilise quelques dizaines d'années sous forme de fenêtre avant de s'en séparer, enfin de le jeter au rebut, alors que le bois est de classe 4, extrêmement durable. Donc, il y a une dizaine d'années, on existe depuis 10 ans, on est 10 salariés, et à l'époque, il s'est mis en place, autour de l'agglomération de Bressuire, une réflexion autour de la collecte des fenêtres issues des constructions. Et dans cette réflexion-là, donc c'était accompagné par l'ADEME, nous, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on s'intéresse à un exutoire pour le bois, et pas juste réfléchir sur la valorisation du vitrage. Et donc, il fallait vraiment qu'on fasse un exercice d'invention et de réflexion sur les transformations et les outils adaptés pour les transformations
Donc rapidement, on est arrivé sur certains dispositifs qui étaient plus adaptés aux sections qu'on récupérait. Et on a formé ce binôme donc, avec Benjamin Verger, qui est le gérant, et menuisier, et moi qui suis plutôt du côté design. Et en mixant comme ça une approche design et fabrication, réflexion sur les outils, on a avancé un petit peu par essai et retour pendant 10 ans. Et maintenant, on a un outil qui va progressivement vers une petite industrialisation de fabrication. Donc, on marche à la suite d'une entreprise qui s'appelle Lesiam, qui est notre partenaire principal, justement, qui s'occupe de la collecte sur l'agglomération de Bressuire et du démantèlement des fenêtres, une entreprise à but d'emploi et qui s'occupe voilà, de donner du travail à des gens qui sont en fin de droit de chômage dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, donc ce qu'on reçoit, ce sont des montants de fenêtres sous cette forme-là. Et donc, nous, notre travail il commence par une caractérisation des bois. Donc, on a appris à reconnaître les essences de bois pour voir ceux qui sont naturellement classés en classe d'emploi 3 et 4, afin de pouvoir les utiliser en extérieur et d'autres en intérieur. Évidemment, on doit aussi classer par section de bois, par format, et puis progressivement, en fait, arriver à des dessins de mobilier qui utilisent le mieux ces petites sections de bois. Donc, il y a ce travail sur petit à petit l'élaboration d'un catalogue en fait, d'objets. Donc, je vais vous montrer pas mal d'exemples qu'on fait. Donc, on aime bien des designs de mobilier qui, du coup, qui reflètent cet engagement vers l'attention à la nature, à la préservation. Donc, voilà des types de postures qu'on va essayer de privilégier. C'est souvent des mobiliers à forte valeur ajoutée, entre guillemets, valeur d'usage. Parce que vu qu'on a quand même pas mal d'opérations de transformation, on aboutit quand même pour l'instant à des mobiliers qui sont relativement coûteux. Et donc, du coup, on trouve plutôt mieux notre place dans des contextes fortement valorisés, en entrée de ville, dans des entreprises, dans les salles de réunion, des desks d'accueil. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu du mal, entre guillemets, à se placer dans des objets plus courants. Donc, par exemple, le long des voies vélos, ça c'est au Sable d'Olonne. Dans des halls d'immeubles, donc ça c'est l'îlot 5B à côté de la gare de Nantes pour des éléments d'attente dans les halls. Des abris vélos, donc là c'était intéressant, c'est que c'était la première fois qu'on s'est à développer des poutres structurelles en lamellé-collé. Donc pour l'instant, dans les applications d'abri, il ne faut pas avoir encore vraiment de la construction type architecturale, mais de la micro-architecture. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est moins dépendant d'autres co-traitants ou sous-traitants, et on a vraiment la main sur le design et l'objet fini. On optimise la fabrication par module avec ça. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on se colle aux réglementations, notamment par exemple là, aux réglementations aires de jeu, pour faire la démonstration. Non seulement on peut concevoir ces objets-là en bois, mais aussi en réemploi. Donc là, à l'époque, la charpente était en Douglas, projet d'Aubier, faite par un charpentier, et nous, on venait assurer la conception, puis après la pose des plaquages bois. Voilà, donc la particularité, c'est qu'on fournit une sorte de clé en main du design à la fabrication. Donc là, c'était pour un collège proche de la Dordogne. Et puis, progressivement, on s'est mis à élaborer, sur la base de commandes plutôt sur mesure, tout un catalogue d'objets qu'on sait de mieux en mieux fabriquer et décliner, tout en proposant toujours un peu la notion de sur-mesure. Et en parallèle de ça, il y a certains dispositifs qui se répètent, on a pu s'industrialiser un petit peu, donc on a racheté des outils plus adaptés. Donc on a une moulurière qu'on voit en haut à gauche qui permet de passer directement les montants de fenêtres lorsqu'ils sont bien classés. On a une abouteuse semi-automatique qu'on voit en bas à gauche qui nous permet de fabriquer des longues barres de 6 mètres de long. Et on a une panoteuse qui nous permet maintenant de faire des touches jusqu'à 8 mètres de long. Et en haut à droite, un optical qui nous permet de purger les défauts. Donc dans l'idée de progressivement optimiser un peu toute cette fabrication. Donc ça, c'est quelques images de transformation à l'atelier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dès qu'on a donné un coup de scie dans la matière, on voit qu'elle est parfaitement en bon état, malgré son aspect extérieur. Voilà quelques exemples. Ça, c'est dans le parc d'un château avec des grands mobiliers
de convivialité. Ça, c'est une opération intéressante, mais qui me tient vraiment à cœur parce qu'on a assuré une conception en phase esquisse sur un bâtiment. C'est la maison de la réserve régionale du bocage des Antonins. Et on est réintervenu après un travail de maîtrise d'œuvre par un architecte pour travailler plus spécifiquement sur les grands ensembles vitrés. Donc là aussi, avec un enjeu normatif de isolation thermique et structurelle de tenue de la fenêtre, avec une décennale dessus. Donc ça nous permet de petit à petit, sur des petits objets, nous confronter à des normes parfois assez exigeantes. Et puis le travail sur des mobiliers intégrés à la façade des bâtiments. Donc ça aussi, c'est un sujet qui nous semble très, très porteur. Ça, c'est un objet dans des médiathèques en partenariat avec IBM Design. Un autre sujet très différent sur la création d'une lame de plancher porteur qu'on a réalisé pour l'architecte SA à Paris. Donc avec un plancher en bois massif traditionnel, une nouvelle languette posée sur solide. Et donc là, il y a l'enjeu aussi structurel c'est pour être un objet un semi-produit qui permet d'être massifié dans un second temps. Des mobiliers qu'on a réalisés pour l'entreprise EVA, qui est à côté d'ici, là, sur l'île de Nantes, spécialiste de l'analyse de cycle de vie. Et puis on a fait des collaborations plus ambitieuses, donc pour des architectes qui s'appellent RAM Architectes à Paris, et en collaboration avec d'autres menuisiers barré-bouillés. Donc pour la création de grands mobiliers, l'innovation, c'était un peu sur la création de ces lamellés-collés circulaires cintrables. Donc on a eu toute une phase d'expérimentation de 4 mois là-dessus, et parce qu'ils voulaient vraiment du massif cintré circulaire. Donc, je vous montre rapidement d'autres exemples d'aménagement extérieur, parce que je pense que je suis peut-être au début de la présentation. Souvent des mobiliers de convivialité qui sont réfléchis par module et qui peuvent s'installer dans la nature sans gêner les systèmes racinaires. Donc voilà, on va jusqu'à réfléchir sur la mise en œuvre, la conception et mise en œuvre de ces objets qui sont tous fabriqués à partir de bois d'ancienne fenêtre. Et ça, c'est notre produit un peu phare qu'on vient de finaliser. On a mis en place un dispositif qui nous permet de répondre aux communes sur des mobiliers urbains vraiment en bois massif quasi intégralement, sauf la platine au sol. Et là, on a vraiment réfléchi en fonction de notre matériau initial pour proposer un dispositif qui permet de décliner en mobilier droit ou courbe avec ou sans dossier. Ça, c'est avec Distilla, architecte paysagiste à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc parfois, on se met au service d'une équipe de paysagistes pour co-concevoir et aller un peu plus loin sur la conception d'un mobilier. Alors ça, c'est une image qu'on aimerait atteindre, donc c'est une sorte de projection. Pour l'instant, on a une délégation d'usage de la marque, un premier essaimage à Lyon, avec 100 détours Lyon. Donc c'est une entreprise qui s'appelle La Fabrique, qui s'est mis à faire, comme nous, sous le nom 100 détours, les mêmes types d'objets à partir d'anciennes fenêtres. Mais on a un certain nombre de discussions qui sont en cours et des partenariats privilégiés, par exemple avec Van Horizon 53 en Mayenne, avec qui on a formé, puis avec qui on donne certaines commandes, et puis on essaie d'avancer avec des formats qui sont tous un petit peu différents avec différents partenaires. Ça, c'est avec 100 détours Lyon. Ça, c'est l'équipe actuelle. Voilà, merci. Merci Jérémy. Alors on est arrivé à l'issue de cette phase de présentation. Je vous propose de passer à la phase de questions-réponses. Alors, il y a eu quelques petites difficultés a priori pour poser des questions dans l'onglet QR. Donc, a priori, je vous suggère plutôt d'aller dans l'onglet Conversation, dans lequel d'ailleurs nous avons eu une première question, alors que je vais vous lire à haute voix. Quel a été le processus de requalification et d'assurance pour la charpente remise en œuvre sur le projet d'Emmaüs à Thouars? Avez-vous eu besoin de faire des tests descriptifs pour définir la classe structurelle des pannes? Quels ont été les justificatifs demandés par votre bureau de contrôle? Donc plutôt une question pour matière grise et matémorphose. Je peux répondre, mais je crois que j'ai vu Mathieu Boulard dans les participants, qui est donc l'ingénieur structure avec qui j'ai travaillé sur la question. Je ne sais pas si Mathieu, tu es toujours là et tu as moyen de répondre.
bonjour Robin Corlabat. Alors Mathieu est toujours là, mais il est au téléphone. Donc je suis son collègue. Je sais pas si Il est au vous m'entendez. téléphone, c'est ça? Ouais, on n'a pas très bien entendu, pardon. Oui, donc c'est Robin Corlabat. Alors, Ok. le son est un peu lointain. Je ne sais pas si c'est que de mon côté. Vous entendez de loin? Ouais, on vous entend de très loin. Je ne sais pas si c'est que pour moi. Ouais, Non, moi non, aussi, c'est non, j'entends très loin aussi. Bon, bah, du coup, je vais répondre si Mathieu n'est pas disponible. Donc, en fait, alors, on n'a pas eu besoin de faire des tests Ouais. destructifs. Mathieu, Euh, j'ai fini mon appel. Ah, Mathieu, bon, bah, super. Eh ben, écoute, si tu veux qu'on réponde à la Alors, j'ai question. pas entendu la question parce que je suis désolé, j'étais en ligne. Alors, du coup, la question, c'était un peu plus de comprendre l'ensemble du processus de requalification et d'assurance pour la charpente d'Emmaüs à Thouars. Est-ce qu'on a eu besoin de faire des tests destructifs pour définir la classe structurelle des pannes et quels ont été les justificatifs demandés par votre bureau de contrôle? Voilà la Non, question. on n'a pas fait de destructif parce que la salle était montée et il n'était pas possible d'aller venir prendre des échantillons pour faire des essais. Et puis, c'est quelque chose qui coûtait extrêmement cher au vu de l'ampleur des éléments qu'on allait remettre, qu'on allait utiliser en réemploi. L'idée, c'était de faire un relevé sur site, voir l'état des poutres, voir s'il n'y avait pas de désordre, voir si elles n'étaient pas surexploitées. Et ensuite, on a fait donc le diagnostic, une vérification de ses capacités portantes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a forfaitairement utilisé une classe mécanique moindre pour se mettre en sécurité. Et ensuite, dans la manière dont on a réutilisé les poutres, on s'est mis aussi en sécurité en les faisant travailler à un taux de travail relativement faible. Ça, on l'a soumis au contrôleur technique, on a échangé sur le sujet. Et, en fait, c'était une décision collégiale. On s'est mis OK pour dire que, en fait, c'est une sorte d'étude de risque qu'on a fait, que dans ces conditions-là, on prenait aucun risque. Aujourd'hui, on le ferait peut-être de manière différente parce qu'il y a des outils qui se sont un petit peu qui sont arrivés sur le marché. Je pense au Silvatest notamment, qui permet, sans faire de sondage destructif, permettent de classifier les résistances mécaniques des pièces de bois. Voilà. Merci. Alors, je vous propose de continuer. Il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, une deuxième question donc, de la part de Ingrid Demeyer, qui est architecte, si je ne me trompe pas. C'était ID FX Architecte, si je ne me trompe pas non plus, aux Herbiers, qui demande j'ai 2 charpentes sur un lieu culturel à déposer. Quelle démarche pour anticiper le réemploi de ces bois de charpente? Dossier. Alors peut-être, oui, question peut-être pour Pierre, entre autres. Et je pense que Gueule de Ouais, Bois bien aussi. sûr. Pierre, là, je te laisse. Et ben, nous, simplement nous envoyer par mail les premières informations. Donc, si vous avez des photos ou si vous avez la longueur des arbres à l'étrier ou des éléments de charpente, ça peut être déjà un début. Et puis on pourra échanger sur la charpente que vous avez. Même s'il y a une visite à faire, on peut être disponible. Je laisse la suite peut-être. Mais moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question parce que pour anticiper le réemploi de ces bois de charpente, c'est au sein même du projet ou est-ce que c'est trouver des exutoires? C'est peut-être même la question pour moi qui est peut-être pas complètement claire parce qu'en fonction de ça, la réponse pourra peut-être varier. Trouver des exutoires, ok. Trouver des exutoires, ok. Est-ce que d'autres intervenantes veulent apporter une précision, un témoignage là-dessus? Moi, je peux être intéressée aussi d'avoir de la visibilité sur ces charpentes. Voilà. Bah, la même chose pour nous. Et même process que Pierre, avec maximum de photos, parce que c'est comme ça qu'on estime d'abord l'intérêt de la charpente sur ce possibilité de réemploi ou non. Alors, si je peux intervenir, Céline Chauveau de l'ESB. On envoie assez régulièrement notre technicien sur des chantiers, effectivement, avec l'appareil Silvatest. Donc, pour requalifier ces poutres, sachant que quand vous les réemployez, après, ça va être une question de traitement, où est-ce que vous allez les placer, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention et qui devra, j'espère, dans l'avenir
être bien tracé. C'est tout ce qui est le traitement des bois. Bonjour Céline, est-ce que tu peux Bonjour. préciser pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Silvatest? Ouais, en fait, En c'est un quelques appareil mots. avec des aiguilles, comme on vient tester un peu le bois, et cet appareil se développe de plus en plus. Nous, on le compare, on fait des essais en laboratoire chez nous avec les machines, les MTS, ce qu'on appelle les MTS, et donc assistés par ordinateur. Et puis, cet appareil va sur 4 points, je ne sais plus exactement, comme c'est notre technicien qui en parlerait certainement mieux que moi, vient surveiller donc l'humidité du bois et savoir, enfin, par les ondes, en fait, on vient voir quelle va être, si on la reclasse en C18, en C24, etc. Notre technicien en parlerait mieux que moi, donc si vous avez besoin de renseignements, il n'y a pas de souci, je vous donnerai ses coordonnées, il pourra vous en parler de cet appareil, parce que nous, on est rendu, je crois, en un an, on est rendu, bon, c'est pas notre rôle au départ, hein, mais on nous demande de plus en plus de faire 3 ou 4 chantiers sur lesquels on va pour faire ce genre de test. Ok. Merci Céline. Après, Mais vous- n'hésitez je pas à voulais nous juste contacter si vous voulez que notre technicien vous en parle un peu plus. Moi, je voulais juste réagir de manière générale sur les exutoires. Tout l'objectif aussi de structurer la filière, c'est aussi d'être le relais de tous les exutoires possibles. Alors, sur le bois, c'est peut-être effectivement le sujet, je dirais, entre guillemets, le plus simple, sur lequel il y a un maximum d'acteurs sur le territoire. Mais voilà, on a déjà fait des boucles de réemploi avec Articonnect, justement. Et c'est le but aussi, c'est ça. C'est si jamais il y a des sujets un peu sur lesquels les uns les autres vous posez des questions, vous n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Et nous, on se fait le relais aussi de tous les preneurs possibles sur le territoire, voire au-delà, puisqu'il y a des structurations de reconditionnement qui ne sont pas forcément qu'en Pays de la Loire, et avec lesquelles on est en train de mettre en place des partenariats. Alors, merci. J'ai Sandrine Vauranger qui avait levé la main, mais qui a aussi posé une question en chat. Alors, je ne sais pas si elle souhaite s'exprimer directement ou. Bonjour, Bonjour. Sandrine Voranger, bureau d'études ICS Bois. Je parle aussi au nom de IBC, Ingénierie Bois Construction, qui regroupe beaucoup de bureaux d'études structure bois. Alors, je voulais vraiment intervenir parce que alors, je trouve ça super, là, tout ce qui a été présenté, toutes ces possibilités de réemploi qui s'offrent à nous. Par contre, sincèrement, j'aimerais bien qu'on remette un point au clair sur la partie structurelle où aujourd'hui, il y a quand même encore un gros flou normatif sur ces possibilités de réemploi structurel. Donc, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire. On a quelques expériences et vous avez montré aussi que c'était possible. Mais ce n'est pas si simple. Et sincèrement, faites-vous entourer de gens qui connaissent la partie structurelle, les classifications mécaniques, etc. Parce qu'il y a un vrai enjeu et je pense qu'il ne faut vraiment pas partir sur des contre-exemples avec des opérations qui se passeraient mal parce qu'on n'aurait pas fait des requalifications qu'il faut bien. Donc, je pense qu'il faut distinguer la réutilisation et le réemploi et surtout le réemploi du côté structurel. Donc, sincèrement, on est quand même beaucoup de bureaux d'études à spécialité bois, ou alors après, il y a des bureaux d'études bien sûr généralistes qui connaissent aussi le bois. C'est un matériau particulier, il faut vraiment se faire accompagner. Du coup, pour tout ce qui est anticipation de réemploi, je pense qu'il faut faire un diagnostic structurel avec les éléments qui sont encore en place avant d'envisager la dépose, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être perdues quand on ne fait pas ce diagnostic et qu'on récupère un tas de bois et du coup, on ne peut plus faire la même chose, quoi. Voilà, donc c'était le message qu'on voulait faire passer. Ouais, alors, je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord, à mon avis. Ouais. Je pense que même certains intervenants ont déjà travaillé, collaboré avec des ingénieurs bois. Je pense à toi, Jérémy, par exemple. Alors, chez Articonex, je ne sais pas si vous avez vu cette question-là, mais je pense qu'ils sont au fait, effectivement, de la question de la caractérisation et du dimensionnement. Parce qu'on parle aussi de caractérisation et de dimensionnement ou de redimensionnement avec des bois qui ont peut-être un comportement qui est un peu différent du bois neuf. Oui, et puis le Silvatest n'est pas aujourd'hui l'instrument miracle. Je ne dis pas qu'il ne fait Ouais, pas ouais. des choses bien, mais Ouais, je pense ça que suffira c'est pas. partagé. Voilà.
D'accord. Et du coup, alors on a un guide qui est en cours de finalisation là, avec IBC et financé par le Codifab, qui traite un peu de justement toute sa méthodologie envisagée pour pouvoir remettre du bois de réemploi en structure. Et je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en continuité pour pouvoir refaire cette qualification et pouvoir garantir des produits. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et voilà, sur lesquels on a vraiment envie d'avancer. Mais du coup, c'est bien d'avoir aussi des projets pilotes et des projets sur lesquels les gens ont déjà ce retour d'expérience. Donc c'est chouette de les voir. Voilà. Et juste Merci. sur ce guide IBC, il y a une date de parution prévue? On attend la relecture de du Codifab, là, mais on est sur les dernières corrections. Donc, Il serait on sous quelle aimerait forme? bien. Alors, on avait dit fin d'année, mais ce sera peut-être plutôt début d'année prochaine. Et on aimerait bien le présenter aussi au Forum Bois Construction. Ok, ça marche. Je continue. Jérémy, tu voulais peut-être réagir? Oui, là, J'ai mon micro, tu peux utiliser mon micro. ouais, c'est bon. Ouais. Vous m'entendez? Pas trop. Oui, donc nous, on a pris l'habitude de travailler quasi systématiquement avec un bureau d'études de structure. Donc, bon, bah, jusque-là, on travaillait beaucoup avec Maxime Vivier, Structure Bois, qui est spécialisé sur la partie bois. Maintenant, on a intégré carrément un ingénieur bois dans notre équipe, en fait, qui est salarié. Et puis, bah, souvent, quand il y a un enjeu un peu délicat sur l'utilisation et des usages un petit peu spécifiques, bah, il y a un bureau de contrôle et parfois aussi avec une mission spéciale réemploi. Même si nous, en fait, effectivement, ce qu'on fait, c'est plutôt la réutilisation de bois dans cette fenêtre, dont on fait un lamellé-collé. Et globalement, ce qu'on fait jusque-là, c'est qu'on utilise des valeurs très défavorables pour être tranquille, entre guillemets. Et on a le projet de faire des tests, des mesures en fait sur nos lamellés-collés avec un large échantillonnage. Juste que pour l'instant, on attend qu'il y ait un projet en jeu qui justifie, parce que ça représente quand même un certain budget. On a fait faire des devis donc euh, auprès de l'ESP, auprès de Série de Bois, auprès de l'ICAM pour faire ces tests-là. Et c'est vrai que c'est un certain montant. Donc voilà, on avance petit à petit et plutôt sur des objets à faible risque, entre guillemets, pour pouvoir faire exister des premières formes et voir qu'est-ce qui se passe 10 ans après. Nous, on s'est plutôt donné cette mission-là de réaliser rapidement des objets et puis de voir comment ils se comportent. Merci, Jérémy. Alors, j'ai Julie Grelet de Matémorphose qui doit nous quitter. Elle a un rendez-vous qui a déjà commencé. Donc, Julie, je te libère évidemment. Et de toute manière, l'échange ne s'arrête pas aujourd'hui. Et peut-être que tu voulais dire quelque chose avant de nous quitter? Non, bah merci pour l'organisation de ce webinaire. Effectivement, comme il y a beaucoup de questions sur la charpente de toit, Émilie est tout à fait à même de répondre pour la fin du webinaire. Merci pour l'organisation. Et puis, bah, nous, on transmet bien sûr la présentation et puis, pas hésiter à transmettre nos coordonnées aussi. Bonne fin de webinaire à vous. Désolée de vous quitter un peu plus tôt. Merci. Merci, Julie. À bientôt. Au revoir. Alors, merci. Alors, je continue le fil des échanges très rapidement. On avait eu une main levée d'Antoine Charbonnier, mon homologue breton. Antoine, si tu souhaites Oui, prendre la parole. bonjour à tous. Je ne sais pas, vous m'entendez? C'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, Antoine Charbonnier, donc moi je suis chez Fibois Bretagne. J'avais plus une remarque, notamment au sujet des menuiseries qui ont été abordées, menuiseries en bois exotique. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des bois exotiques qui sont inscrits à la CITES aujourd'hui et comment est-ce que vous gérez ce point-là? La CITES, donc c'est des bois en fait qui sont sous menace d'extinction dans le sens comment dire en, en exploitation, mais lorsque vous allez les revendre, je pense que vous êtes soumis au même titre que les autres vendeurs. Non. Voilà. Donc comment est-ce que vous gérez ça? En fait, on n'est pas soumis aux mêmes réglementations, dans le sens où ce qu'on récupère sont des bois qui ont déjà eu une vie, donc c'est un déchet qui se trouve sur le territoire. Et du coup, on a vérifié ça notamment auprès de l'ameublement français, qui est notre interprofessionnel du meuble. Donc on en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bois qui sont plus autorisés à l'exploitation aujourd'hui, dont on retrouve et qu'on utilise et on a à peu près 25 essences de bois
dont une partie sont plus autorisées. D'accord, C'est bon. j'étais pas au courant. Merci beaucoup. Je continue les mains levées. Sébastien, bonjour. Je te laisse la parole directement, vu qu'on est un petit peu contraint par le temps. Donc, vas-y. Oui, bonjour, Sébastien Fuentes, expert bois chez Socoté Construction à la direction technique nationale. Donc, de notre côté, bureau de contrôle, il faut savoir que les problèmes qu'on a avec les remplois, c'est que pour le bois, on n'a pas un référentiel technique accepté par les assureurs. Donc, chaque projet de remploi, on doit les traiter cas par cas. Et finalement, bon, on fait tout un tas de prestations derrière, qualification, on étudie comment le projet va s'insérer, les projets de remploi s'insèrent dans le projet final. Et bon, finalement, ce qu'on est obligé à faire cas par cas, c'est un avis chantier presque. Donc, tout ce qui concerne la qualification par test, destructive ou pas, ça va dépendre du projet. Si c'est du structurel, si on a la possibilité de faire des tests destructifs ou pas. Donc, il n'y a pas une méthode unique qu'on va préconiser. Mais on va essayer de faire le moins possible de tests destructifs pour récupérer, pour ne pas perdre la matière. Et l'idée, finalement, ce n'est pas de retrouver des caractéristiques comme si c'était un matériau neuf, mais surtout de pouvoir travailler avec ces matériaux de remploi comme si c'était comme un matériau assurable. Donc, des fois, ça revient, effectivement, comme on l'a déjà dit, à prendre des hypothèses un peu pessimistes, mais pas trop non plus, parce que l'idée, c'est pas de faire de la surqualité, mais c'est vraiment de pouvoir, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser les risques. Donc, voilà, Socotec, la position de Socotec aujourd'hui, c'est de faire du remploi. On n'a pas de souci avec ça. Et dans notre cas, si c'est le bois, c'est moi qui gère tous ces aspects-là. Donc, si jamais il y en a quelqu'un qui veut échanger avec moi par rapport à un futur projet, je suis disponible, pas de souci. Merci, Sébastien. Juste rapidement reprendre le fil aussi des questions par écrit. J'avais une question sur la charpente de toit. Alors, je ne sais pas si ça concerne Émilie, ouais, je pense, sur de matière grise. Je ne sais pas si Émilie, tu souhaites apporter des précisions sur ce projet. Alors, c'était quoi la question? Il y avait une autre question Alors, spécifique? je peux te la dire rapidement. C'était quel était le bureau de contrôle qui avait été. Alors, le bureau de contrôle, c'était l'APAV, du coup, et plus spécifiquement Sid Ali Rif, avec qui on a travaillé sur ce projet, et qui, du coup, depuis, a quitté l'APAV. Ok, ça marche. Très bien. Alors, bon, j'avais des questions, mais on arrive à la fin, donc je ne vais pas forcément les poser, mais oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que finir et parler encore une fois du sourcing, vous l'avez compris. Alors, il y a des sujets techniques comme la caractérisation mécanique, qui est un vrai sujet. J'ai compris qu'il y avait certains des intervenants qui avaient beaucoup avancé sur ce sujet, comme Gueule de Bois ou même tous, hein, Matière Grise, et puis même aussi Sans Détour ou Articonex. Et sur la question du sourcing, alors, on a eu quelques questions effectivement par écrit. Moi, ce que je vous propose pour gagner du temps, c'est qu'on puisse vous envoyer un sondage, comme je le disais tout à l'heure, et vous pouvez vous exprimer par écrit sur ce sujet. Et surtout, un point important, c'est qu'on puisse aussi identifier des interlocuteurs privilégiés, que ce soit dans vos agences d'architecture ou dans vos entreprises de transformation ou de mise en œuvre du bois. Je pense que l'idée, ce serait quand même d'identifier pour nos intervenants des interlocuteurs privilégiés. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous dire directement si c'est vraiment un sujet sur lequel vous voulez être identifié dans vos entreprises. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir aller plus dans le détail et simplement vous redire que le replay de ce webinaire sera disponible très prochainement. Alors, je vois qu'il y a encore une main levée. Alors, Mathieu, bonjour. Si c'est une question en 15 secondes, je veux bien te laisser la parole. Merci Maxime. Oui, c'est une question assez générale, mais je pense que tout le monde se la pose sans forcément oser aborder le sujet. On parle d'économie circulaire, hein, sauf si je me trompe. Est-ce qu'on est en face d'une réelle économie, c'est-à-dire d'un secteur
qui peut s'autosuffire, s'autofinancer, rémunérer les gens, bien sûr, etc., sans trop d'entrée d'argent extérieur. Je pense à de l'argent public, évidemment. Voilà, si les personnes qui sont intervenues pouvaient témoigner sur cet aspect-là de manière très rapide, je vous remercie. Allez-y, je sais pas si tu veux. Allez-y, hein. Merci Mathieu. Je sais pas si quelqu'un veut réagir Je vais rapidement. dire un mot rapidement. On existe depuis 10 ans. On a eu une subvention pour le premier achat de machines à hauteur de 50% de l'investissement en machines du Fonds de développement durable. Et puis, mais bon, globalement, je pense qu'on a trouvé une équation où on paye 10 salaires, on a trouvé une place avec un certain type d'objets sur lesquels on arrive à se placer. Donc, pendant, je dirais, 4-5 ans, c'était un petit peu balbutiant. Je pense que les mentalités n'étaient pas encore tout à fait au rendez-vous. Maintenant, c'est vrai qu'on a du réemploi un peu dans tous les cahiers des charges et on est très sollicité. On a plutôt du mal à répondre à la demande, donc on essaie de se structurer suffisamment rapidement pour répondre à la demande. Côté Articonex, un retour d'expérience aussi. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille sur le développement du réemploi. Effectivement, on a développé l'atelier bois grâce à un contrat qu'on a avec ADEME. Et donc des fonds qui viennent nous aider à monter ce projet. En toute transparence, les fonds se terminent l'année prochaine. On a un dernier reliquat à toucher l'année prochaine. Mais dans nos projections, on arrive à une rentabilité fin 2026 qui nous permet de voir de pérenniser l'entreprise. On est donc une entreprise classique, hein, une SAS. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de gisements pour alimenter des modes opératoires qu'on a calés, qui sont rentables, sous réserve qu'on ait suffisamment de gisements, avec de la récurrence et donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui des différentes actions qu'on a pour communiquer, c'est trouver des gisements pour avoir de la récurrence sur nos modes opératoires et du coup délivrer suffisamment de volume pour la mise en vente. Voilà. On aura toujours des projets de développement pour diversifier notre activité, mais il faut de l'entrant et de la commande. Et oui, vas-y. Rapidement, du coup, Matiaris, nous, depuis 2015, alors du coup, on est en activité, on est totalement en financement propre par des missions en fait qu'on finance, voilà, où on est payé par des acteurs privés comme publics, mais en tout cas par de la mission. Matémorphose, ça a été un peu différent. En effet, il y a eu une subvention publique au démarrage pour la mise en route de Matémorphose. Et en fait, voilà, Matémorphose cherche aussi maintenant à réussir à être à l'équilibre sans cette nécessité de financement. Donc, mais dans l'ensemble, en tout cas, nous, ça fait 10 ans qu'on est totalement indépendant d'éventuelles subventions. Et pour Gueule de Bois, Mathieu, Louise, si vous voulez. Ouais, nous, on est autofinancé aussi, de par notre activité d'atelier partagé et de filière rebois qu'on lance. On a été subventionné aussi pour l'achat des machines parce qu'on a été lauréat de Nantes Terre de Réemploi et qu'on est soutenu par l'ADEME. Après, notre modèle éco, clairement, il est à l'équilibre en fin 2026. Comme disait Jérémy ou je ne sais plus, Articonex, là. Pardon, excuse-moi Armand, j'ai mangé ton prénom. Les gisements, ils arrivent aussi, nous, de toute la moitié ouest de la France, voire plus. Donc, on en a énormément. On mise beaucoup sur la revente matière, mais aussi sur la revente d'aménagement. Donc, on a une complémentarité de prestations et de recettes qui font que on mise sur l'équilibre, voire un peu plus, on espère quand même. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci Mathieu pour ta question. Je vois que Sarah Angotti de l'Adréal a publié sans doute une cartographie de la CERC, hein, si je ne m'abuse, sur des projets de déconstruction actuels ou à venir. Donc ça peut être intéressant effectivement pour aussi scruter un petit peu les projets potentiels. Donc merci Sarah pour ce partage. Et alors Sébastien, je n'ai pas trop donné la parole, mais je vois que tu as mis tes coordonnées, donc c'est parfait. Donc en tout cas, pour finir, merci à tous les intervenants pour vos témoignages, vos interventions. Ça démontre clairement qu'on a une activité économique qui se développe, hein, et ça rejoint la conclusion qui a été évoquée par tout le monde, hein. Il existe un modèle économique sur le réemploi. Et l'enjeu, vous l'avez compris, c'est la récurrence de projets
c'est aussi la récurrence de sourcing, parce que le modèle économique, je pense, par les différents acteurs, il a été trouvé avec des spécificités qui sont propres à chacun. Moi, je vois qu'en Pays de la Loire, on a quand même du potentiel. Donc maintenant, à vous, prescripteurs, maîtres d'ouvrage, entreprises, de pouvoir solliciter ces acteurs, parce que je pense que vous-même, vous êtes sollicités par des projets. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de mettre un petit peu en action ce sujet dans les territoires. Donc, je pense que c'est déjà le cas, mais plutôt de le massifier parce qu'il y a du potentiel. Et c'est aussi un enjeu très important pour la décarbonation de la filière bois parce que on a effectivement une réglementation, la RO2020, qui pousse à améliorer nos scénarios de fin de vie, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que c'est nécessaire pour le bois. Il faut surtout pas se reposer sur nos lauriers. On est aussi attaqué de toutes parts par d'autres filières, d'autres matériaux qui s'estiment plus vertueux que le bois. Bon, c'est pas le débat du jour, mais toujours est-il que la filière bois a tout intérêt à avancer là-dessus. Donc voilà, bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de semaine, et encore merci pour votre participation en tant qu'intervenant ou simplement participant à ce webinaire, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Merci Maxime. Merci, au revoir.